La résine est la première richesse de la forêt landaise. Jusqu'à 8 ou 10 ans d'âge, les pins se développent librement. Ils sont ensuite périodiquement éclaircis pour ne laisser que 300 pieds à l'hectare lorsqu'ils auront de 30 à 40 ans et qu'alors ils seront en plein rendement. À l'aide d'outils spéciaux, le résinier, enfant du pays, qui vit de la vie de la forêt à laquelle il est profondément attaché, entaille les troncs. La gemme est recueillie dans des godets fixés sur les arbres mêmes. La collecte est faite à l'aide de seaux, dont le contenu sera ensuite transvasé dans des tonneaux. Des chariots aux attelages pittoresques transportent ces tonneaux jusqu'à l'usine de distillation. La deuxième richesse de la forêt est le bois, dont certains dépôts incrustés à même la pinède ne présentent pas le caractère d'isolement indispensable. Pas plus d'ailleurs que les scieries installées au cœur de la forêt qui devraient être nécessairement entourées d'un aérial important et dégagées de tout matériau combustible. Les piles de planches constituent un risque trop concentré. La forêt se présente sous différents aspects. La moulinie est l'herbe dans laquelle le feu prend et se développe très facilement. Dans la forêt, le sol est recouvert du tapis mort, d'aiguilles, de pignes de pin et d'humus desséché tassé. Il constitue un excellent élément de mise de feu. Le sous-bois, inexistant dans les forêts de Manial ou dans quelques forêts particulières bien entretenues et débroussaillées, a trop souvent l'aspect d'un fouillis, d'un véritable enchevêtrement de fougères, de genêts et autres brandes. C'est grâce à lui que le feu naissant se développe rapidement. Les grands pins, gorgés de résine volatile, représentent l'élément calorifique de choix pour porter à température de distillation tout ce qui, lors d'un incendie, se trouvera sous le vent. Les pare-feux sont des saignées larges de 30 à 40 mètres qui découpent la forêt en parcelles de plusieurs hectares. Les causes d'incendie sont multiples. La loi du 27 avril 1945 prévoit une amende de 12 à 200 000 francs et un emprisonnement de 11 jours à 6 mois pour incendie involontaire, de 600 à 12 000 francs pour contravention sans incendie, travaux forcés à perpétuité pour incendie volontaire. Campeurs, n'allumez pas de feu en dehors des terrains qui vous sont réservés, renseignez-vous dans les mairies. Les rapports établis en 1949 par les services d'incendie indiquent que sur les 473 feux de l'année, 92 sont dus à des causes accidentelles, 117 à des imprudences et que 34, dont 4 certainement, peuvent être attribués à la malveillance. Pour 200, l'origine n'a pu être déterminée. Dans la région de Saint-Symphorien, il est constant qu'après un orage, la foudre provoque un début d'incendie. Incendie que les forestiers, sur leur garde, réduisent généralement très rapidement. Malgré une surveillance rationnelle, les 40 incendies dus à la foudre en 1949 ont ravagé 6500 hectares. Avec la foudre, les locomotives et les véhicules automobiles sont les principaux agents accidentels de mise de feu. Le cul de bouteille ou tout morceau arrondi et allumé les herbes sèches. Là, cependant, où les tiges herbeuses ne sont pas serrées, le feu peine pour se développer. La flamme monte, baisse, hésite, semble mourir, renaît, s'accroche et part enfin. Touristes, ne jetez pas vos bouteilles dans la nature. Des imprudences d'ouvriers, fumeurs ou présumés tels, ont détruit 600 hectares de forêt. 19 incinérations, 3 charbonnières mal éteintes en ont ravagé plus de 12 000. La combustion spontanée peut se produire là où des chiffons imprégnés d'huile végétale ou minérale même ont été jetés, ainsi que peut se produire la combustion spontanée de gaz organiques, fumier, feuilles mortes, etc. Le feu couve, ce n'est qu'une légère fumée. Et les flammes naissent, l'incendie est allumé. Une
simple boîte d'allumettes suffit au criminel. La mèche d'Amadou lui permet de s'éloigner avant que le feu soit signalé. Le feu, qui a pris à l'origine dans le tapis mort ou dans l'herbe, l'un et l'autre assez dense pour qu'ils s'y entretiennent à ses débuts, s'étend, se développe, s'étale, rongeant comme un chancre ce qui l'entoure. La lande broussailleuse, dès que les flamèches sont capables d'allumer en même temps plusieurs tiges, s'embrase à son tour. Les gaz chauds qui s'élèvent alors des zones de feu créent un appel d'air au sol. Le foyer en est naturellement activé. L'incendie progresse suivant sa fantaisie, selon la nature de la végétation et son état de dessiccation, suivant le caprice des vents, la conformation du terrain. La zone atteinte s'élargit sur tous ses côtés plus ou moins rapidement. Son front peut atteindre plusieurs kilomètres. Sa vitesse peut passer de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres à l'heure. Il pénètre en pointe là où il trouve un aliment facile, là où le pousse le vent. La chaleur est souvent très élevée. On a vu fondre et brûler le goudron des routes. Tout ce qui se trouve alors sous le vent est porté à température de distillation et c'est l'embrasement général sur une grande profondeur. Après un saut ainsi fait à plus de 20 km à l'heure, un ralentissement se produit jusqu'à ce qu'une autre partie de la forêt soit elle-même portée à température de distillation, à moins que les courants ascendants ne provoquent des appels d'air de toutes parts. Progressant sur un front de plusieurs kilomètres, a été contrarié par le vent qui a changé. Il n'avance plus que lentement dans la lande et va s'arrêter de lui-même sur une zone déjà brûlée. Le 22 août, la fumée persistante qui, comme un linceul, recouvre la plaine entre Pierreton et Socat, témoigne de l'importance des incendies du 19 août. L'observateur de son avion aperçut avec peine le sommet des pylônes de la Croix d'Inde. Ici, le feu est passé. Seuls les feuillus semblent ne pas avoir trop souffert. Le feu peut en effet s'arrêter de lui-même là où il y a peu d'éléments calorifiques et que l'air frais a refroidi une matière moins combustible. Certaines essences, comme les feuillus d'hiver, certaines cultures, se prêtent parfaitement à l'arrêt du feu. C'est ainsi qu'un hameau à 15 km au nord de Barpe, au centre de l'incendie du 19 août, a été protégé par un aérial propre, en partie planté de maïs et entouré de grands chênes. Une mention spéciale doit être réservée à la culture du maïs, dont les hautes tiges, gorgées d'eau, ont servi de refuge à maints animaux domestiques, dont les pattes avaient cependant déjà été brûlées à proximité. Par contre, il a pénétré et tout détruit là où il a trouvé un élément facile et là où l'a poussé le vent. Les vieilles souches gorgées de résine vont se consumer pendant plusieurs jours. Au moindre coup de vent, elles peuvent se raviver et être à l'origine d'étincelles qui, transportées dans une zone combustible, y créeront de nouveaux foyers. En 1949, 31 incendies ont été dus à des reprises de feu, c'est-à-dire à l'insuffisance du service de surveillance. Ces 31 reprises de feu ont provoqué à elles seules la destruction de 72 500 hectares sur les 130 000 atteints. L'incendie de Buridette, le 22 août, faisant rage sur un front de plus de 3 km, a pu être saisi d'avions. Les fumées, entraînées par un courant ascendant, sont montées à plus de 2000 mètres et formaient un champignon rappelant celui d'une explosion atomique.
Au sol, les courants d'air convergent vers les foyers, le feu a ses vents propres. Des remous d'air violents extrêmement dangereux pour l'avion créent des zones de dépression. Entre deux feux, il peut se former de véritables poches de fumée encore non combustible, de vapeur de résine et de distillation de bois susceptibles de s'enflammer brusquement et de provoquer une véritable déflagration avec ondes explosives. De tels feux sont capables de changer momentanément le régime des vents. Ils diminuent ainsi les chances de réussite d'une stratégie de feu basée sur l'étude des courants permanents. On arrive à la primauté de l'intervention rapide, qui devient une question capitale de manière à pouvoir juguler le feu avant qu'il n'ait pris une telle ampleur. Car alors, pour combattre un incendie de cette importance, il faut avoir à sa disposition une organisation, un terrain soigneusement préparé à l'avance. Il faut appliquer à la lutte contre le feu les principes de la tactique militaire. Il faut un terrain préparé en échelonnement en profondeur. Il faut contenir le feu sur son arrière, l'attaquer sur les flancs, détacher sa pointe et la réduire. Le 22 août, au début de l'après-midi, un contre-feu avait été allumé sur la route de Jauge à Saucade en direction générale du sud. Ce contre-feu, bien conduit, avait laissé le terrain noirci et dénudé. En fin de journée, cependant, l'incendie s'allumait à quelques centaines de mètres au nord du contre-feu, presque en bordure de la grande piste de Saucade. Son importance, à ses débuts, est montrée par les vues qui passent. Le feu, parti dans de grands pins, au sous-bois broussailleux, poussé vers l'est par un vent moyen, ne put être arrêté qu'à plus de 10 km de là, dans la matinée du 23, après avoir menacé sérieusement le château historique de la Brède, qui a été sauvé de justesse grâce aux efforts conjugués des sapeurs-pompiers de Paris et de Bordeaux, munis de puissants moyens. Quelle a été la cause du feu? Il paraît improbable que le contre-feu allumé précédemment ait été à son origine. Est-ce une main criminelle? Cela a été supposé. Quoi qu'il en soit, malgré la présence de moyens nombreux, à proximité des lieux et une rapidité d'intervention certaine, le feu n'a pu être maîtrisé à son origine. Sa violence, la rapidité de son développement sont justifiées par la nature de la végétation et surtout par l'état hygrométrique de l'air, qui explique bien des choses, ou tout au moins les rend possibles. Cet état hygrométrique devient un danger grave lorsqu'il descend au-dessous de 35 degrés, et il est souvent descendu plus bas en août 1949. Il a deux sortes de conséquences. Il aide à la dessiccation des plantes, qui sont ainsi rendues plus inflammables et favorise la vaporisation des essences. Il permet la formation d'électrons par son frottement ou par le frottement entre elles, ainsi que des millions de micro-décharges. Si on tient compte que l'essence de térébenthine s'enflamme à 35 degrés, qu'il peut en exister à l'état de vapeur dans la forêt, car comme la gemme, elle a tendance à un échauffement spontané, qu'enfin, il suffit de plus de 0,8% de vapeur d'essence de térébenthine dans l'air pour obtenir un mélange explosif, on peut estimer qu'il est du domaine des probabilités que des feux se déclarent spontanément, que des reprises de feu soient facilitées et que l'incendie peut surprendre par la rapidité de son développement et la température élevée à laquelle il porte l'air ambiant. La Jeep, équipée pour l'incendie,
humidifie les parties encore non atteintes. Les sauveteurs ont de la difficulté à s'approcher du feu. Le visage roussi, ils peinent en maniant de lourds branchages. Depuis, ils sont dotés de battes à feu, beaucoup plus légères et aussi efficaces. Le fait que le petit pain, visible actuellement sur l'écran, et isolé au milieu de la lande, cependant broussailleuse, ne continue pas à brûler, montre que lorsque le feu passe vite, sans qu'un élément calorifique important soit apporté, l'arbre résiste, parce qu'il n'a pas eu le temps d'être amené à sa température de combustion. Le 22 août, l'incendie de la cime avançait vers le nord sur un front de 3 km environ. Pour protéger la Grande Pinède, située entre Lipomet et Mareuil, un contre-feu fut allumé en se servant de la route de Jauge à Saucat comme base de départ. Cette tactique est irrationnelle et paradoxale, à double tranchant, trop souvent difficile à manier. Sa mise en œuvre doit être préparée soigneusement à l'avance, basée sur un solide pare-feu, appuyé de moyens sérieux, capables de la bien discipliner. Le contre-feu qui nous est présenté est un modèle du genre. En abattant les pins en bordure de la route vers le foyer qu'on allait créer, la largeur de la base de départ a été augmentée et le risque diminué. Les moyens en matériel et en personnel ont été suffisants, et le feu est allé là où l'homme l'a voulu. Si, à l'origine, poussé par un vent du sud, la fumée était rabattue sur la route, l'appel d'air produit par le foyer a renversé localement le sens du vent. Les jeunes pins, le sous-bois bien étoffé, ont fourni un élément calorifique qui a bien fait partir le contre-feu. Ce contre-feu allumé à temps a rencontré l'incendie de la cime à une distance correcte de sa ligne de départ. Cet incendie, ne trouvant plus alors que du vide devant lui, s'est arrêté automatiquement. Pour une fois, la partie bien jouée a été gagnée. Il a été, en l'absence de puissants moyens de lutte, plus facile de faire partir le feu de la route que de l'y arrêter. Le tragique bilan est là, dit le rapporteur de la Commission de l'Intérieur. La France a perdu la plus belle et la plus grande forêt de l'Europe occidentale. Elle a perdu le 2e rang des pays résignés dans le monde. En 1949, n'a pas, hélas, anéanti que des forêts. Il a profondément atteint la population en détruisant ses logis, en lui prenant les meilleurs des siens. Du 19 au 21 août, 453 maisons ont été détruites, 261 familles sinistrées. Beaupuche, 84 victimes, enfants du pays, enfants de France, venus avec leur régiment au secours de leurs frères, sont morts de ce feu qui dévore et qui étreint. Ils sont allés à sa rencontre munis de pelles pour le battre, de pioches pour remuer la terre et l'étouffer. L'eau ne se trouve pas toujours où il faut. Elle nécessite des moyens de stockage, de transport et d'utilisation. Elle est employée avec succès, mais toujours avec parcimonie. Le résinier sait où la trouver, sous les 50 ou 60 cm de sable qui recouvrent la couche imperméable d'Alios. Une bêche pour faire un trou, un godet à résine pour remplir un arrosoir, sont les outils simples qui permettent l'extinction de restes de feu
la surveillance d'un incendie éteint. Les vapeurs blanches qui montent du sol soulignent l'action de l'eau sur le foyer situé à un ancien emplacement d'écorçage et de sciage des troncs. Le puits Borde, du nom de celui qui l'a imaginé, ou puits foré, peut être aménagé à l'avance ou à la demande. Il ne donne cependant qu'un débit à peine suffisant pour alimenter des engins portatifs tels que les réservoirs dorsaux. Un des premiers réservoirs dorsaux a été le Vermorel, connu depuis longtemps par les vignerons. Le seau-pompe dorsal semble avoir la faveur des utilisateurs. Son jet, plus puissant que celui du Vermorel, est cependant moins continu et demande une certaine adresse pour être bien dirigé. Son action sur le feu est nettement supérieure à celle de la pluie qui tombe de l'arrosoir. Les moyens individuels et le personnel sont souvent transportés à pied d'œuvre au moyen de camions. La Jeep est le plus petit des engins collectifs. Elle a été spécialement aménagée dans les Landes et en Provence pour combattre efficacement le feu. Elle a reçu un réservoir ou tonne de 300 litres, une pompe de 3 mètres cubes heure actionnée par un petit moteur indépendant. La pompe peut fonctionner en aspiration dans un point d'eau ou refouler l'eau transportée à l'aide d'un dévidoir tournant comportant 20 mètres de tuyaux et une lance à orifice de 6 mm. Elle peut réduire un front de feu de 300 à 400 mètres dans une brande de 2 à 3 mètres de hauteur. Son rôle est d'abattre les flammes afin de permettre aux équipes d'achever l'extinction au moyen de seaux-pompes, battes à feu, branchages ou pelles. Elles sont souvent pourvues d'une remorque permettant le transport de réserves d'eau, d'outillage, de seaux-pompes pulvérisateurs, pompes bordes, etc. En août 1949, 209 Jeeps étaient en service dans le corps de la DFCI. Voiture tout-terrain, maniable, légère, rustique, la Jeep est un engin de premier ordre qui peut remplir de multiples missions, liaisons, reconnaissance, etc. La manœuvre de la Jeep est simple. Elle peut être assurée par 2 hommes et un conducteur. Le Half-Track est une voiture tout-terrain. Il est équipé d'un réservoir de 1500 litres et d'un groupe motopompe de 3 mètres cubes heure, avec matériel d'emploi lui permettant de fonctionner en aspiration ou en refoulement sur la tonne. Le half-track peut manœuvrer sans ravitaillement pendant une demi-heure et réduire un front de feu de plus d'1 kilomètre. 36 étaient en service en 1949. Le puissant moteur qui l'équipe et la robustesse de son châssis lui permettent de renverser un arbre de 30 cm de diamètre et de se frayer aisément un chemin partout. C'est un engin excellent, quoique un peu lourd. Le GMC possède une tonne de 2500 ou de 3000 litres avec groupe motopompe similaire à celui du Half-Track. C'est à lui qu'incombe les plus importantes missions. Sa rapidité de marche sur route en fait un engin à grand rayon d'action et de renfort lointain. Pour approvisionner les engins d'extinction, les matériels les plus divers ont été adjoints aux citernes classiques. Tous les modes de traction ont été employés. L'ampleur des sinistres a en 1949 provoqué des besoins qui dépassaient les possibilités du matériel en service dans les centres de secours de la DFCI et dans les centres communaux.
Les gros camions-citernes de cette région vinicole, liés à la route, ont servi au ravitaillement par échelon des moyens plus mobiles, moins importants, réservés à l'approvisionnement des engins de lutte. Les demi-muis n'ont pas hésité à se dégrader jusqu'à accepter qu'on les remplisse d'eau. Socat fut, les 23 et 24 août, un poste de commandement actif, un chantier de réparation dans lequel les mécaniciens du régiment des sapeurs-pompiers se dévouèrent encore sans compter. La commune de Socat avait depuis longtemps équipé un vieux châssis Citroën à chenilles datant de l'expédition de Chine. Ce châssis chevronné à double titre, vieux combattant héroïque, mérite un repos bien gagné. Les bulldozers sont des engins qui font du bruit et de la poussière partout où il y en a à remuer. Dès que l'incendie est arrêté, il est nécessaire de tracer son contour d'un large trait de sol dénudé afin de bien marquer que l'au-delà ne lui appartient pas et l'empêcher d'y aller sournoisement en se glissant dans le tapis mort ou la tourbe sèche. Le boule est l'engin idéal pour faire rapidement une piste large de 3 ou 4 mètres qui constitue un bon coupe-feu et un chemin de ronde accessible aux voitures légères. On utilise de préférence les types D7 et D8 relativement lourds et fonctionnant au gasoil. Les nombreux incendies qui avaient ravagé la forêt landaise depuis le printemps 1949 avaient mis le matériel à rude épreuve. Les 19 et 20 août, la situation était devenue tellement critique que la sagesse a commandé de faire venir sur les lieux un important matériel tenu en réserve au PC de l'Alouette. En dehors de leur action au feu, les sapeurs-pompiers forestiers savent s'occuper utilement. Plusieurs centres de secours ont été construits par eux. Celui de Saint-Symphorien l'a été pierre par pierre. Bien disposé, ce poste permet des départs rapides, ses installations sont correctes et se prêtent au bon entretien du matériel. Le rôle de la DFCI est aussi un rôle de prévention. Ici, c'est le débroussaillage, le défoncement du terrain à l'aide de la charrue à 12 socs traînée par un puissant tracteur en vue de la création d'un pare-feu de 100 mètres de largeur entre deux semis de pin. Ce sera ainsi fait la création de points d'eau si un jour l'incendie fait rage. Le débroussaillage à la faux dans les pinèdes est une nécessité permanente. Si toutes les pinèdes avaient été ainsi débroussaillées, les feux ne seraient pas allés bien loin. Les fossés des routes, réceptacles probables de cigarettes non éteintes jetées par les automobilistes, doivent être nets de toute végétation inflammable. Les 36 pylônes d'observation ont été construits eux aussi par les sapeurs-pompiers forestiers. Certains s'élèvent dans la campagne au centre d'un espace découvert. Le pylône de Pierroton est un des plus anciens. Il se devine à peine au milieu des arbres. Haut d'une soixantaine de mètres, il permet d'observer à 20 km environ. Sa plateforme est occupée par 2 hommes au moins, ayant à leur disposition le téléphone et la radio. L'observation se fait au moyen de cercles de visée, tous orientés suivant le même azimut. Une halidade pivotante est pointée dans la direction de la fumée suspecte. La graduation repérée est téléphonée au poste permanent. Les indications reçues sont portées sur de grandes cartes, un coup de rapporteur, un tracé qui va en couper un autre, l'incendie est situé. L'aviation militaire apporta sa contribution à la lutte contre l'incendie, mais l'avion, trop rapide, tombait souvent dans les trous d'air qu'il ne pouvait éviter.
aurait été préférable de pouvoir utiliser des hélicoptères légers dont la vitesse varie de 0 à 150 km à l'heure, qui avancent avec prudence ou rapidité, qui, étant à l'avion ce que l'automobile est au chemin de fer, peuvent être constamment à la disposition immédiate du directeur des secours. Les renseignements arrivaient de l'avion au sol par TSF, seul moyen de transmission à bord avec les messages lestés, qui d'ailleurs ne purent être utilement employés. Les command cars constituaient des PC mobiles dotés d'appareils puissants permettant de communiquer avec tous les autres postes en morse ou en phonique. La Jeep Radio entra elle aussi dans le jeu des transmissions. Le tableau d'ensemble du secteur de la défense forestière contre l'incendie comporte 4 graphiques statistiques. Le premier à gauche a trait au nombre de feux, le deuxième à l'importance des surfaces brûlées, le troisième à la répartition entre les divers aspects de la forêt et les zones brûlées, le quatrième est relatif au matériel. Cette statistique porte sur les années 40 à 48. L'année 1949 est une exception qui ne doit entrer en ligne de compte que dans l'interprétation d'un document portant sur une période beaucoup plus longue. Le graphique du nombre de feux montre une progression jusqu'à l'année 44, puis une diminution jusqu'à 48. Comparativement au précédent, le graphique des surfaces brûlées montre que l'étendue des sinistres est sensiblement proportionnelle au nombre de feux, sans cependant qu'on puisse en tirer une règle absolue, puisque c'est en 43 et non en 44 que la superficie atteinte a été la plus forte. Le quatrième graphique est relatif à l'équipement, en progression nette depuis 44, c'est-à-dire en raison inverse des sinistres. Ainsi qu'il peut arriver à n'importe quelle formation, les sapeurs-pompiers forestiers, les volontaires de toutes les communes, ont été débordés par des éléments d'une violence insoupçonnée. Il a fallu faire appel au concours des sapeurs-pompiers de Paris et à près de 10 000 hommes de troupes, d'infanterie, du train, du génie, de l'aviation, soit sensiblement à une division sur pied de guerre. Le tout a été placé sous le commandement du colonel Marvel, inspecteur général de la protection civile, dont l'état-major et les services ont été filmés alors que tout danger écarté, chacun pouvait se réjouir d'être enfin délivré de l'angoisse de ce qui avait été plus qu'un cauchemar, et qu'une salutaire détente était nécessaire à ceux qui avaient été pendant de longs jours et pendant des nuits à la peine. Quelques officiers étrangers vinrent apporter leur témoignage de sympathie et s'instruire afin d'éviter à leur pays de semblables catastrophes. En hommage à ceux qui tous volontaires pour aller soutenir l'effort d'autres Français, voici une fraction du détachement du régiment de sapeurs-pompiers. Ce détachement fait route sur Bordeaux avec son matériel puissant, capable de ravitailler à grande distance les citernes chargées de faire la navette entre les points d'eau et les engins de lutte. À Poitiers, le détachement s'arrête pour se reposer et vérifier le matériel.
Sur la route, les engins continuent à avancer régulièrement. À mi-chemin, un ravitaillement en essence, en eau et en huile. Les pneus du matériel parisien, plus adaptés à la ville qu'à la route, ont créé quelques incidents dus au travail intensif qui leur a été demandé. Bordeaux approche, se rapproche. Enfin, on va pouvoir remplir sa mission, sauver ou périr pour que vive la France.